Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Isarmag. Alors je suis ici au Palais du Parlement qui consacre sa dernière exposition au patrimoine voironnais. Justement, j'étais plongée dans le dernier numéro du magazine édité par le département qui consacre son grand dossier à la thématique du handicap avec en couverture notre comédienne locale Marie Dalzotto que nous irons d'ailleurs rencontrer dans quelques minutes. Alors saviez-vous qu'un Isérois sur 8 était porteur de handicap? C'est quand même une famille sur 2 qui est concernée. C'est justement pour eux que le département se bat au quotidien pour leur rendre bien sûr la vie plus facile, mais aussi pour mieux les intégrer dans la société qui aujourd'hui encore bien sûr a tendance malheureusement à les mettre de côté. Alors ces problématiques, nous en parlerons avec Laura Bonnefoy, la vice-présidente en charge du handicap, mais d'abord on jette un œil sur le sommaire. Au sommaire d'Isarmag, faire ses courses ou simplement se balader, des situations simples du quotidien qui peuvent vite ressembler au parcours du combattant lorsqu'on est en situation de handicap. Des associations ont fait le test dans le centre-ville de Grenoble. Mieux intégrer dans la société les personnes déficientes intellectuelles en leur proposant des activités artistiques, culturelles et sportives, c'est depuis 150 ans l'objectif de l'association Sainte-Agnès. Et puis un nouvel écrin pour les archives départementales, le tout nouveau bâtiment de 15 000 m² devrait ouvrir ses portes en 2020 à Saint-Martin-d'Air. Il pourra accueillir 2 fois plus de documents. Il est en première ligne en la matière. Le département consacre chaque année plus de 180 millions d'euros à sa politique en faveur du handicap. Laura Bonnefoy, bonjour. Bonjour Julie. Vous êtes donc la vice-présidente en charge de ce dossier. On l'a dit, un Isérois sur 8 est porteur du handicap. Ça signifie combien de dossiers par an gérés par vos services ? Alors je vais vous dire 2 chiffres en comparatif. En 2015, nous avions 50 000 dossiers. En 2018, à la fin 2018, nous allons arriver à 84 000 dossiers, gérés par l'ADO bien sûr, avec des notifications. Ça concerne 12 demandes différentes. Chaque dossier comporte 2 à 3 demandes. Et donc un Isérois sur 8, de 0 à 100 ans, et donc à l'ADO est concerné par un des dossiers. Donc c'est un chiffre en constante augmentation, on peut le dire. C'est un chiffre qui a augmenté énormément de 2015 à 2018. C'est 60%, oui, de plus. Alors, depuis 2016, vous avez fait du handicap une priorité dans votre plan d'action sur 5 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles actions avez-vous menées et quelles actions allez-vous mener? Nous avons fait donc un schéma autonomie avec bien sûr le handicap qui est dans ce schéma autonomie. Les actions qu'on veut mener, on veut surtout parler du parcours de vie de la personne handicapée, parler de l'insertion puisqu'il faut changer le regard des gens, parler des handicaps qui sont très différents. Il y a des handicaps psychiques, mentaux, psychologiques, physiques. Et puis il y a aussi des handicaps invisibles et ça atteint tout âge de la vie, de 0 à 100 ans. Donc le sujet est très vaste. C'est pour ça qu'on parle de projet de vie. Pour aller vers eux. Donc il faut absolument qu'on ouvre le regard des gens. Il faut que la personne handicapée se sente bien dans la vie et ait donc le droit de vivre dans la cité comme tous les autres habitants de la cité. C'est un travail qui avance beaucoup puisque il y a 50 ans que je vois des personnes handicapées et depuis 50 ans, je trouve que leur regard a changé. Avant, on les cachait, je peux le dire, en tant que médecin généraliste. Maintenant, ils sont dans la cité. On les regarde toujours d'un air différent, mais ils sont dans la cité, ils rentrent dans l'emploi, ils vont dans des associations culturelles et sportives. Ils ont accès à tout, comme tout le monde, mais il faudrait changer quand même le regard des gens et qu'ils soient vraiment insérés. Alors, rien que le montage des dossiers, c'est vrai que ressemble souvent au parcours du combattant, faire reconnaître le handicap, accéder aux différentes prises en charge. Beaucoup de familles baissent souvent les bras. Qu'est-ce que vous leur dites? Patienter, ça va changer? Oui. Je leur dis, patienter, ça va changer effectivement, puisque l'État a reconnu que les dossiers étaient énormes, qu'il était difficile de les remplir complètement et qu'il fallait recommencer tout le temps. On est en train d'alléger donc ces dossiers. Et puis le département agit dans l'informatique, dans la présence
connaissances auprès des personnes pour les aider à remplir les dossiers. Nous voulons écrire une charte un peu pour expliquer à tout le monde comment on fait quand on a un enfant ou une personne âgée dans le handicap. Alors, il y a quelques semaines, c'était la date butoir pour que les établissements recevant du public se mettent en conformité avec l'agenda d'accessibilité programmé pour vérifier ce qu'il en est vraiment. Plusieurs associations, dont APF France Handicap, organisaient un parcours dans les rues du centre-ville de Grenoble. Notre journaliste Laurie Baillet a fait le test. On regarde le reportage et on réagit juste après. Rampe d'accès, portes vitrées, éclairage renforcé. Depuis le 1er janvier 2015, la loi impose au commerce d'être accessible à tous. Les normes doivent permettre aux personnes handicapées de circuler de manière autonome et d'accéder aux locaux, aux équipements et aux prestations sans encombre. Aujourd'hui, on arrive à la fin d'une première période de 3 ans où les établissements de petite taille doivent avoir terminé ce qu'on appelle un agenda d'accessibilité programmé. Et le constat aujourd'hui, c'est que certains établissements, certains commerces ne sont même pas rentrés dans cette démarche de faire savoir s'ils pouvaient ou non se rendre accessibles. L'accessibilité concerne à la fois l'extérieur de l'établissement recevant du public, mais aussi les aménagements intérieurs. Soit vous ne pouvez pas rentrer, parce qu'il y a une marche, 2 marches, ou un plan incliné bricolé maison qui est tellement raide qu'un fauteuil ne passe pas, soit les portes sont trop étroites, les appareils de paiement type boîtier, carte de crédit ne sont pas accessibles, ou bien nous obligent à faire le code au vu et au su de tout le monde parce qu'il n'y a pas eu un tout petit peu d'aménagement, une prolongation du fil ou des choses de ce genre-là. Aujourd'hui, 80% des ERP sont des établissements qui rythment la vie quotidienne. Alors en fauteuil roulant électrique comme j'ai, on arrive plus facilement à passer. Manuel, c'est quasiment, pour certains, c'est quasiment impossible. Il y a plusieurs commerces qui sont surélevés de 2 ou 3 cm, mais c'est droit. Donc on n'a pas d'amorce, on est obligé de se mettre en 2 roues. Je reconnais aussi que je fais beaucoup de choses par Internet, justement pour compenser le fait que les boutiques ne sont pas accessibles. La métropole grenobloise peut aider financièrement aux travaux d'accessibilité et organise depuis 2015 un concours des commerces accessibles qui valorise et récompense les établissements exemplaires. Alors Laura Bonnefoy, on vient de le voir, beaucoup de commerces n'ont pas respecté la loi sur l'accessibilité. Là, l'exemple était à Grenoble. Il y a beaucoup encore d'efforts à faire. Mais est-ce que globalement, l'Isère est en retard sur ce sujet ? Alors, je vais parler de l'Isère, effectivement. Ça concerne le département, les établissements recevant du public du département, c'est-à-dire les collèges, et puis toutes les maisons de territoire sont rendues accessibles. Nous avons le bel exemple de la maison de l'autonomie, qui est à Grenoble et qui est accessible à tout niveau pour toute forme de handicap. Les collèges ont fait des efforts inouïs, soit on les a restructurés, soit on en reconstruit. Effectivement, ils sont accessibles. Après, j'ai vu effectivement la ville de Grenoble. Le petit film que j'ai vu, c'est le parcours du combattant, je le confirme. Là, c'est vraiment le parcours du combattant. Étant maire d'une commune, l'accessibilité donc est demandée à tous les commerçants. La commune subventionne, mais c'est un coût et quelquefois c'est mission impossible. Il y a des commerces où c'est facile, ce que j'ai vu dans votre film. Il y a des travaux faciles à faire. Il y en a d'autres qui sont plus compliqués. Il y a des villes qui sont des bourgades, surtout des vieux bourgs, où les ruelles sont étroites, où il est difficile de prévoir un trottoir supplémentaire et d'accéder donc au commerce. Mais effectivement, il y a encore fort à faire. Est-ce que vous pensez qu'il y a un manque de moyens peut-être dans le département, dans la région ? Au niveau département, vous parlez de la collectivité département ou des communes ? Est-ce qu'il y a un manque de moyens, peut-être au niveau... Lui-même et ses bâtiments, nous avons fait ce qu'il fallait au niveau de l'accessibilité, au niveau des transports aussi, l'accessibilité à tous. Au niveau sinon des communes, effectivement, il y a des manques de moyens, c'est certain. Puis les petits commerces aussi n'ont pas tellement les moyens d'aller dans des améliorations d'accessibilité. Est-ce que vous pensez peut-être que le gouvernement n'agit pas suffisamment ou alors ne finance pas assez les collectivités pour permettre à tout le monde de faire ses travaux ?
En tant que maire, je vais vous dire qu'il y a une diminution des dotations de l'État énorme, que toutes les mairies sont vraiment en difficulté, que toutes les communes sont en difficulté. Et au niveau du département, vous avez entendu parler du pacte financier qui veut qu'on ne dépasse pas de 1,2% des dépenses de fonctionnement. En parlant des dépenses de fonctionnement, vous avez parlé de 180 millions d'euros pour 2018. Pour 2019, nous allons voter 7 millions d'euros supplémentaires pour le handicap, c'est-à-dire que ça dépasse largement les 1,2%. Mais nous avons choisi d'aller vers le handicap. Pour les personnes âgées, c'est pareil, nous avons dépassé les 1,2%. Nous diminuons sur d'autres compétences et nous supprimons des compétences qui ne sont pas obligatoires parce que nous avons fait le choix de l'humain, de la personne âgée, de la personne handicapée. Oui, parce que la société évolue. Le handicap, ça concerne aussi les personnes âgées. Le fait qu'elles souhaitent aussi peut-être rester chez elles, adapter leur logement. Oui, tout à fait. Nous avons donc une action vers l'adaptation des logements. Nous mettons 400 000 euros. Nous avons doublé la somme en 3 ans et nous allons encore sûrement l'augmenter puisque la somme a été complètement consommée depuis le début de l'année. L'adaptation des logements, puis aussi le projet d'aller vers des logements adaptés au départ, qui soient accessibles à tous. Voilà sur quoi nous travaillons avec la commission logement du département. Quel regard, comment il faudrait faire pour changer le regard sur le handicap, à votre avis ? Il faut insérer de plus en plus les gens dans la société, c'est-à-dire au niveau scolaire, former, on les forme, il y en a beaucoup qui sont formés, mais les former encore, tous les enseignants pour qu'ils intègrent vraiment les élèves à l'école. Les enfants qui sont à l'école ensemble ne voient plus le handicap. Nous avons fait une semaine de l'autonomie où il y avait des enfants handicapés qui se rencontraient souvent, d'IME, qui rencontraient des enfants des écoles. Les enfants des écoles s'occupaient d'eux naturellement, sans problème. Nous devons les intégrer aussi dans l'emploi de plus en plus, dans les associations culturelles sportives. Nous avons d'abord Sport Handicap qui marche bien. Les insérer dans la vie, tout simplement, dans la vie de tous les jours et dans la vie de la cité. Et le regard, à force de vivre avec eux, le regard va changer. Merci beaucoup, Laura Bonnefoy, d'avoir répondu à nos questions. Alors, on parlait à l'instant de changer le regard sur le handicap. Elle, c'est une bataille qu'elle mène au quotidien jusqu'à notre petit écran de télévision. La comédienne grenobloise Marie Dalzotto, qui fait la couverture du magazine, s'est faite connaître grâce à son rôle de Laura dans Mention particulière. Elle nous parle de son parcours et nous délivre un très beau message d'espoir. J'avais reçu par un groupe d'amis sportifs, une annonce de casting qui recherchait. Les critères sont une fille très dynamique, tout simplement. Et à fur et à mesure, on a eu le scénario, on l'a lu, on le trouvait juste par rapport à mon vécu, à ma vie. Et progressivement, je me suis attachée à cette histoire et je me voyais dans cette histoire. À l'époque, je souffrais de mon handicap, mais maintenant, j'en souffrirai tout le temps parce que c'est un poids et je veux toujours le porter. Mais je l'ai beaucoup relativisé. On me montrait que j'étais différente, que ce soit dans les paroles ou dans le regard. Et c'est pour ça que je dis que le théâtre m'a sauvée. Parce qu'en moi sur scène, je me vidais, j'arrivais à dire ce que j'avais dans mon cœur. Et c'était souvent de la tristesse, de la souffrance, du dégoût, de la haine. Et ouais, tout ça, et j'arrivais pas à le dire. Je ne sais pas si je peux dire comme ça, mais je me considère comme un exemple maintenant. Et c'est surtout un message d'espoir pour dire qu'on est capable. On est des personnes avant tout. Avant d'être handicapé, on est des personnes. On peut aussi avoir des talents cachés. Et ouais, je leur envoie ce message, style, battez-vous. Que ce soit à eux, les jeunes, ou aux parents. Il faut croire en leurs enfants parce qu'ils peuvent avoir du talent. Il faut juste y croire et se battre pour réussir.
Si le théâtre a changé la vie de Marie Delzotto, pour d'autres, le chemin est un peu plus compliqué. Heureusement, des associations œuvrent chaque jour pour mieux les intégrer à la société, par le travail ou par des activités créatives, comme l'association Sainte-Agnès, basée à Saint-Martin-le-Vinou. Et ça fait 150 ans que ça dure. Son portrait avec Mathias Araez. À l'association Sainte-Agnès, depuis 150 ans, on accueille des personnes en situation de handicap. Avec ses différents pôles de vie regroupés pour la plupart à Saint-Martin-le-Vinou, Sainte-Agnès propose un accompagnement adapté aux familles. Les résidents peuvent ainsi y vivre la totalité du temps avec différents degrés d'autonomie ou simplement venir la journée pour travailler au sein de l'ESAT. Par ailleurs, un accueil de jour est également proposé avec une large offre d'activités. Nous, on s'occupe d'organiser ça de sorte à ce qu'il y ait environ 6 résidents maximum sur un atelier pour que justement on puisse procéder à une personnalisation de cet accompagnement. Pour pas que ce soit de l'occupationnel, mais que réellement on utilise en fait ce support-là pour être au plus près de ce dont la personne a besoin, ce dont elle a envie. De la cuisine avec l'élaboration d'une confiture de Noël, de la peinture laissant libre cours à l'imagination ou un méticuleux travail de poterie. Pour répondre aux envies des résidents, les services redoublent de créativité. Alors qu'est-ce que tu fais, Elsa, aujourd'hui? Aujourd'hui, je prépare les programmes TV. Tu vas présenter les programmes TV? Du vendredi. Au total, ce sont plus de 670 adultes porteurs d'un handicap intellectuel que l'association aide au quotidien en tenant compte de leurs engagements, respecter leurs histoires singulières, développer leurs capacités et leur bien-être tout en apportant une écoute attentive et bienveillante. Si en matière de handicap, l'Isère a encore beaucoup de progrès à faire, il y a des secteurs dans lesquels notre département excelle, les nanotechnologies bien sûr, mais aussi l'industrie médicale, avec des leaders mondiaux, des laboratoires, un CHU de pointe et des startups toujours en pleine croissance. L'Isère offre un terreau d'innovation très favorable pour la filière des technologies médicales. La dernière en date est signée Roche Diagnostic, baptisée le Cobas Liat. Ce dispositif permet de détecter des traces de grippe A et B en 20 minutes au lieu de 4 heures. Testé l'an dernier, il a désormais trouvé sa place aux urgences du CHU de Grenoble. Les explications avec Olivier Escalon. Les épidémies de grippe ont un impact non négligeable sur la vie des urgences. Au CHU Grenoble-Alpes, elles représentent un tiers d'activité en plus, soit 210 entrées par jour contre 160 en temps normal. C'est aussi le risque de contagion accélérée et celui d'une surexposition des patients fragiles. Le laboratoire Roche Diagnostics, situé à Mélan, est le numéro 1 français du diagnostic biologique. Il développe des dispositifs qui permettent d'obtenir et d'analyser des échantillons de sang, d'urine ou de tissus prélevés sur des patients. Dernière innovation en date, le Cobas Liat doit venir soulager les services médicaux. Cet automate, pas plus grand qu'une cafetière, fait appel à la biologie moléculaire pour diagnostiquer la grippe. Donc la biologie moléculaire, c'est la science qui finalement va permettre de rendre visible ce qui est invisible, et notamment en fait, le matériel génétique d'une bactérie ou d'un virus. C'est-à-dire qu'on va amplifier de manière exponentielle ce matériel génétique de manière à pouvoir le rendre détectable. Avec cette méthode, le dispositif est capable de dépister et de diagnostiquer la grippe en 20 minutes. Le service des urgences du Chuga est pilote en France sur son utilisation. Une étude a été menée durant l'hiver 2017-2018 avec le parti pris innovant de placer la machine dès l'accueil. Les infirmières étaient chargées de recevoir les patients, de prendre leur constante et en cas de symptômes grippaux, d'effectuer le prélèvement oropharyngé et de lancer le test immédiatement. L'objectif, c'est d'avoir un diagnostic fiable de la grippe dès l'accueil, ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure efficacité des soins, c'est-à-dire que le patient, je vais pouvoir savoir s'il a la grippe ou pas, lui donner des antibiotiques ou pas, éventuellement lui mettre des traitements antiviraux. Ça va également limiter la réalisation d'autres examens qui deviennent du coup inutiles. Et enfin, on pense que ça va permettre de désengorger un peu le service des urgences. Les 11 jours d'expérimentation et les 200 patients testés ont permis de constater une réduction d'1 heure du temps moyen de séjour des personnes grippées, une réduction de 9% des prescriptions d'analyse de biologie médicale et une augmentation de la prescription d'antiviraux de 22%. Avec un coût de 50 000 € pour 2019, la question reste de savoir si les gains seront à la hauteur.
On espère en fait qu'il y aura finalement un gain médico-économique. On diminue la durée de passage aux urgences, on diminue la réalisation d'examens complémentaires, les patients rentrent plus rapidement chez eux, donc des gains indirects financiers. Dès cet hiver au Chuga, 2 machines occuperont l'entrée des urgences adultes et une celle des urgences pédiatriques. En Isère, les industries médicales emploient 8600 personnes dans 150 entreprises, comme Becton Dickinson, spécialiste des seringues, ou encore Wright Tornier, pionnier des prothèses d'épaule en 3D. Isère Mag consacre d'ailleurs tout un article sur ce sujet en page 18 du magazine. Et parmi les autres thèmes abordés dans le dernier numéro, les grands chantiers du département, avec notamment un nouvel écrin pour les archives départementales. Du quartier de la préfecture à Grenoble, elles déménageront à Saint-Martin-d'Air d'ici 2 ans. À l'occasion des dernières journées du patrimoine, un texte et une clé USB, témoignage de notre époque, ont été scellés dans la pierre sur le chantier devant l'objectif de Mathias Arez. Si la mémoire des hommes est faillible, celle de la pierre et du papier ne l'est pas. Avec la pose de la première pierre des nouvelles archives départementales à Saint-Martin-d'Air, les services de la collectivité sont assurés de pouvoir mener à bien cette obligation légale d'ici 2020. Outre le fait qu'on pourra reprendre la collecte des archives et compléter le patrimoine, il y aura des locaux beaucoup plus adaptés, beaucoup plus professionnels par rapport à l'exercice de nos missions, par rapport à la réception, au traitement des documents, à tous ces locaux spécialisés dont le public ne se doute pas forcément, c'est-à-dire tout le temps que les archivistes passent pour classer les documents, par exemple. Occupant actuellement des locaux devenus vétustes, les archives départementales espèrent pouvoir accueillir de nouvelles animations, comme des conférences, grâce à son futur outil. Le nouveau bâtiment situé sur la zone industrielle d'Aigleron aura également une mission d'urbanisme pour la commune. On est ici sur le territoire de Saint-Martin-d'Air, entre la ville de Saint-Martin-d'Air elle-même et le campus universitaire. Et une des intentions qu'on a pu placer dans le projet est de créer un lien fort et utile pour tous entre la ville et le campus au travers d'une rue centrale qui anime le projet sur son niveau de rez-de-chaussée. D'une superficie de 14 000 m², les nouvelles archives devraient pouvoir accueillir 70 km linéaires de rayonnage, soit à peu près la distance entre Grenoble et Aix-les-Bains. À quelques dizaines de kilomètres de là, à Vif, c'est un musée consacré à Champollion qui verra le jour. Le permis de construire a été signé le 25 septembre dernier. L'enveloppe budgétaire d'environ 4 millions d'euros permettra de restaurer le manoir familial de l'égyptologue ainsi que le parc de 2 hectares. Ce sera le 11e musée départemental de l'Isère. Les travaux devraient commencer dès le mois de décembre pour une ouverture au public prévue en juin 2020. Alors on va rester dans le domaine de la culture. On a quitté la commune de Vif, chère à Champollion, direction Grenoble et le musée dauphinois qui se met à l'heure japonaise. Et Émeric Perrois, vous allez nous expliquer ce décalage horaire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc à la tête de la direction de la culture et du patrimoine au département. Donc ce n'est pas seulement l'Isère, c'est bien toute la France qui célèbre le Japon à travers la thématique culturelle Japonisme 2018, Les âmes en résonance. Elle a été lancée par le ministère des Affaires étrangères. Mais pourquoi maintenant ? Tout simplement parce que c'est les 160 ans des relations diplomatiques entre le Japon et la France. Et c'était important de le souligner. Et puis également parce que c'est les 150 ans aussi de l'ère Meiji. Et on sait à quel point c'est important au moment où le Japon, qui est resté, on va dire, féodal, entre guillemets, on va dire bascule dans la modernité à partir de ce moment-là. Alors je l'ai dit, on se trouve ici au musée dauphinois, donc qui propose cette fameuse exposition des samouraïs au kawaii. Alors c'est 5 siècles d'histoire, qui montre bien du coup tous les bouleversements politiques, sociaux, environnementaux qu'a traversé le Japon. Des bouleversements, vous l'avez un petit peu évoqué, qui ont bien sûr nourri les artistes. Oui, c'est une magnifique expo où on a effectivement tout un livre d'histoire que l'on ne connaît pas forcément d'ailleurs, mais on le connaît, les grandes périodes quand même,
même, avec la période industrielle, bien sûr la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Et puis, donc ça nous permet, à travers les œuvres, de voir aussi toutes les relations, notamment avec la fin du 19e, avec le japonisme qui entre en France, qui inspire de nombreux artistes, qui révolutionne aussi la fameuse perspective qu'on a eue depuis, bien sûr, la Renaissance, hein, et puis ces questions d'aplat, ces questions de forme sans forcément de contour et d'ombre, et donc on a quelque chose d'assez extraordinaire. J'invite tout le monde, bien sûr, à venir voir cette exposition parce qu'à chaque fois, c'est une belle découverte, très belle scénographie qui nous permet d'être immergés totalement dans cette histoire fabuleuse. Et puis c'est une exposition qui peut plaire à tout le monde, hein, du plus âgé au plus jeune. Hein, on le voit avec ces petits personnages très colorés, Pikachu, les kawaii. Exactement, exactement. C'est une exposition pour toutes les générations, c'est pour les passionnés d'histoire, c'est pour ceux qui ont envie aussi de comprendre comment le Japon moderne s'est construit, encore une fois avec ses forces. Et puis, bien entendu, tout cet univers qui nous entoure aujourd'hui, un univers ludique, à la fois un monde aussi de robots aussi à certains moments, enfin voilà. Alors, il y a quelques semaines, c'est le musée de la résistance et de la déportation qui se mettait aussi, hein, forcément, à l'heure du Japon avec Hibakusha. Là, c'était une exposition de dessins de survivants d'Hiroshima et Nagasaki, donc une ambiance un petit peu plus pesante, hein, on va le dire. Mais ce n'est pas terminé parce qu'il y a d'autres expositions qui sont à venir, bien sûr. Oui, c'est une programmation très très riche, notamment dans les musées départementaux, avec prochainement, à partir du 8 décembre, l'exposition sur les stampes, avec bien sûr Hokusai et bien d'autres grands artistes, donc sur le paysage et les stampes japonaises, qui aura lieu au musée de l'Ancien Évêché, et puis également à partir du 22 décembre, au musée Hébert, donc carte blanche à Martine Rey, qui a fait de nombreux séjours au Japon, notamment sur les questions de la laque, donc qui invite des artistes japonais. Donc là, ça fait une belle découverte sur des arts ancestraux que peuvent être la céramique, la laque, le papier et bien d'autres. Et puis, avec également un petit éclairage sur les objets que Hébert avait dans ses collections sur le Japon, puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que les artistes ont été très impressionné par ce Japon, par ses couleurs, par ses aplats. Et donc Hébert, bien sûr, a lui aussi versé dans cette mode japonaise et donc avait lui-même des objets, même s'il n'est jamais allé au Japon, il avait ces objets chez lui qu'il appréciait. Alors pour cette année du Japon, il y a une centaine d'événements qui est prévu dans plus de 30 lieux différents dans tout le département. Les expositions, bien sûr, on en a parlé, mais il n'y a pas que ça. Alors oui, c'est très important. Donc le département d'Isère a vraiment voulu organiser une vraie saison en Isère avec, on va dire, différents projets transversaux, avec de nombreux acteurs, que ce soit des acteurs des musées départementaux ou d'autres acteurs culturels. Et on peut retrouver différents événements, que ce soit des expositions, que ce soit des concerts, que ce soit des ateliers, de l'art bien sûr culinaire, de l'art aussi de faire des bouquets et bien d'autres. Et donc c'est tout ça qu'on vous propose de découvrir à travers cette saison japonaise. Bien sûr, se renseigner sur le site internet que je vous laisserai donner sur la saison japonaise. Merci beaucoup, Aymeric Perrois, en tout cas, nous avoir fait voyager jusqu'à l'autre bout du monde. Et donc, si vous souhaitez plus d'informations concernant cette immersion au pays du soleil levant, vous retrouverez tout le programme sur le site www.isère.fr/année-japon. Une autre exposition à ne pas manquer à quelques encablures d'ici, c'est bien celle du musée de Grenoble. Servir les dieux d'Égypte, divines adoratrices, chanteuses et prêtres d'Amon à Thèbes, a ouvert ses portes le 25 octobre dernier. Plus de 270 pièces sont à découvrir, des sarcophages, des stèles, des amulettes, la plupart prêtées par le musée du Louvre. Des œuvres de qualité et d'une grande rareté qui permettent au musée de battre des records de fréquentation. Plus de 50 000 visiteurs en un peu plus d'un mois, du jamais vu pour une exposition à Grenoble. Alors si vous ne faites pas encore partie de ces chanceux, n'hésitez plus. Servir les dieux d'Égypte, c'est à voir jusqu'au 27 janvier 2019. Eux, ce sont les dieux du cinéma qu'ils vénèrent du 15 au 20 janvier 2019. Acteurs, réalisateurs, humoristes et passionnés du 7e art se donnent rendez-vous à l'Alpe d'Huez pour le 22e Festival international du film de comédie.
Réunis autour d'Alexandra Lamy, une présidente de choc et de charme, le jury décernera les prix d'interprétation féminine et masculine ainsi que le prix spécial. Une dizaine de films sera sélectionnée et projetée en avant-première. Quant aux cinéphiles, il faudra s'armer de patience. Les projections sont gratuites et libres d'accès dans la limite des places disponibles. Toutes les infos sur le site www.festival-alpeduez.com. Et puis quant aux plus sportifs et aux amoureux de la glisse, quoi de mieux qu'une petite foulée blanche pour se dégourdir les jambes. La 41e édition de la foulée blanche aura lieu du 23 au 27 janvier 2019 à Autran. Au programme 9 courses de ski de fond de 1,5 km à 42 km, l'épreuve reine. En classique ou en skating, proposé à tous les skieurs, du débutant aux sportifs de haut niveau. Les plus jeunes ne seront pas oubliés avec la foulée jeune et la journée réservée aux écoles primaires. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes, alors filez vite sur le site www.lafouleeblanche.com. Allez, moi aussi, je vais filer, à défaut de prendre l'avion direction l'Égypte. Je vais aller jeter un œil à cette magnifique exposition Servir les dieux d'Égypte au musée de Grenoble. Et puis je vous donne bien sûr rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures en Isère.